Bonjour, bienvenue sur securitycloud.com, je suis Boris Motilewski et nous allons parler de la cyberattaque WannaCry. Alors, au sommaire de cette présentation vidéo, tout d'abord une description technique de la cyberattaque. Ensuite, nous aborderons le bulletin de sécurité de Microsoft MS17010 qui est directement lié à l'attaque. Nous parlerons ensuite du groupe de hackers, les Shadow Brokers. C'est le groupe qui est à l'origine de la diffusion des outils qui ont permis la réalisation de cette attaque. Ensuite, nous verrons pourquoi les particuliers n'ont pas été vraiment impactés par cette attaque, alors que les entreprises l'ont été pas mal. Nous continuerons par les bonnes pratiques, les recommandations, comment se prémunir contre ce type d'attaque. Et puis pour finir, nous parlerons de la médiatisation de l'affaire, comment les médias l'ont relayé et quels enseignements on peut en tirer. Qu'est-ce que WannaCry ? Alors WannaCry, c'est le nom de la cyberattaque qui a démarré le 12 mai 2017 et qui exploite une vulnérabilité Windows, une vulnérabilité dans le service SMB de Windows, exactement, le service de distribution et de partage de fichiers. Alors WannaCry, ce code va exploiter une faille de sécurité critique et installer un logiciel malveillant, un ransomware, un rançongiciel. Ce logiciel va chiffrer les fichiers bureautiques, Word, Excel, PowerPoint, mais également les images et les vidéos, et ensuite demander une rançon aux utilisateurs pour pouvoir déchiffrer les fichiers et les rendre à nouveau accessibles. WannaCry installe également une backdoor, c'est-à-dire une fonctionnalité permettant d'accéder à distance et de prendre le contrôle à distance des systèmes infectés. Et puis pour finir, WannaCry est un verre, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a contaminé un système, eh bien ce système peut servir à la contamination d'autres systèmes, d'autres serveurs. Et donc le verre se propage très rapidement sur des milliers, voire des millions de serveurs vulnérables. Alors ce logiciel WannaCry dispose d'une caractéristique un petit peu particulière que l'on appelle kill switch et qui permet de le neutraliser. Alors ça a été découvert un petit peu par hasard par un jeune Britannique de 22 ans qui a analysé le logiciel et s'est rendu compte que le programme essayait de contacter un domaine particulier sur Internet. Il a donc créé le domaine correspondant et s'est rendu compte que le logiciel malveillant cessait sa diffusion et cessait son activité malveillante. Et donc il a suffi de créer un domaine pour instantanément neutraliser des milliers et des milliers de codes malveillants qui avaient pris le contrôle de systèmes vulnérables. Alors il faut savoir que ce mécanisme de kill switch fonctionne assez mal dès lors qu'il y a un proxy entre le système Windows et l'Internet. Comme c'est souvent le cas d'entreprise, eh bien au final, le domaine qui a été créé n'a finalement pas inhibé l'ensemble des codes malveillants dans les entreprises dès lors qu'elles avaient un proxy pour accéder à Internet. Nous verrons tout à l'heure qu'il s'agira de mettre en place un key switch local pour se prémunir contre l'attaque. Alors pourquoi un tel mécanisme, key switch, est-il intégré dans WannaCry ? Alors on a émis deux hypothèses à cela. La première, c'est peut-être que les concepteurs du logiciel ont eu peur d'une pandémie incontrôlable et donc dès lors ils ont prévu une sorte de bouton d'arrêt d'urgence. Il suffit de créer un domaine sur Internet pour stopper la propagation du code malveillant. La deuxième hypothèse émise, c'est un mécanisme de détection de sandbox, mécanisme qui permet d'isoler les codes malveillants dans un bac à sable, et donc dès lors que le logiciel identifie une sandbox, il peut désactiver ses fonctions malveillantes. Quel est le montant de la rançon demandée ? Alors comme vous le voyez sur la copie d'écran du logiciel malveillant, on vous demande 300 $ si vous payez rapidement, sous 3 jours. Le paiement doit s'opérer en Bitcoin, qui est une monnaie très utilisée pour ce type d'opération. Le Bitcoin, qui contrairement à une idée reçue, n'est absolument pas une monnaie anonyme. Au contraire, on peut même tracer sur la blockchain Bitcoin toutes les opérations à destination d'une adresse Bitcoin particulière. Donc c'est plutôt transparent comme monnaie plutôt qu'anonyme. Alors 300 $ si vous payez donc rapidement sous 3 jours. Ensuite, de 4 à 7 jours, on vous demande 600 $. Et puis si vous tardez encore, au-delà de 7 jours, eh bien, plus de rançon demandée, les fichiers sont perdus définitivement. En tout cas, c'est ce qu'annonce le logiciel malveillant. On reviendra sur cet aspect. Est-ce qu'il faut payer la rançon? Est-ce qu'on a la possibilité de récupérer nos données ou pas? Le bulletin de sécurité de Microsoft, le fameux MS17010, qui a été publié le 14 mars 2017. Alors, dans ce bulletin de sécurité, Microsoft annonce la correction de pas moins de 6 vulnérabilités concernant le service SMB de Microsoft. Et parmi ces 6 vulnérabilités, il y en a 5 qui concernent des possibilités de RCE, c'est-à-dire d'exécution de commandes à distance, donc des vulnérabilités critiques.
Le correctif de Microsoft concerne uniquement les logiciels supportés par l'éditeur, à savoir pour les clients à partir de Windows Vista jusqu'à Windows 10 et pour les serveurs de Windows Server 2008 à Windows Server 2016. Cela dit, devant l'urgence provoquée par WannaCry, Microsoft proposera et sortira en urgence un correctif de sécurité pour Windows XP et pour Windows Server 2003 le 13 mai 2017. Quand on analyse le bulletin de sécurité de Microsoft, publié donc le 14 mars 2017, on se rend compte que la faille n'a pas été révélée publiquement. En tout cas, c'est ce qu'annonce Microsoft dans ce bulletin. Et on voit également que la faille n'est pas exploitée. C'est ce qu'annonce également Microsoft. Bon, on saura un petit peu plus tard, on apprendra un petit peu plus tard qu'elle a été exploitée, cette faille, pas de façon publique, mais de façon beaucoup plus, je dirais, marginale et chirurgicale par la NSA. Le 8 avril 2017, les révélations des Shadow Brokers nous donneront des informations sur ces vulnérabilités, et donc elles deviendront publiques le 8 avril, et évidemment le 12 mai, la cyberattaque exploitera de façon massive et publique ces vulnérabilités. Alors, les Shadow Brokers. Ce groupe de hackers s'est fait connaître en août 2016, date à laquelle ils ont annoncé avoir dérobé des codes d'attaque en provenance de Equation Group, un groupe de hackers étroitement lié à la NSA, et ils ont mis à la vente une archive de codes d'exploitation en provenance donc de la NSA. Une archive qui était chiffrée, et ils mettaient à la vente le code de déverrouillage de l'archive. Le prix de vente de ce code était fixé à 1 million de bitcoins. Alors 1 million de bitcoins en août 2016, ça équivalait à peu près à 580 millions de dollars. Sachant qu'aujourd'hui, avec un bitcoin à 2700 dollars, on est le 6 juin 2017, 1 million de bitcoin équivaudrait à 2,7 milliards de dollars. Alors ils n'ont pas trouvé acquéreur pour ce code de déverrouillage, et le 8 avril 2017, ils ont posté un message sur Twitter dans lequel ils annonçaient une tribune publiée sur medium.com, une tribune politique dans laquelle ils critiquaient d'ailleurs fortement la politique de Donald Trump d'une part, et terminaient leur tribune en dévoilant le code de déverrouillage de l'archive. Le code de déverrouillage que vous voyez ici à l'écran est un code relativement complexe de 32 caractères avec des minuscules, des majuscules, des caractères spéciaux, des digits. Il y a dans cette archive bon nombre de codes d'exploitation et de vulnérabilité. Dans WannaCry, on va en utiliser 4 en particulier, que vous voyez ici à l'écran. Alors il y a Eternal Blue, Eternal Romance, Eternal Synergy, qui vont être utilisés pour exploiter les failles SMB sur Windows. Et puis il y a également Double Pulsar, qui est la fameuse backdoor, c'est-à-dire la fonctionnalité de prise de contrôle à distance des systèmes vulnérables. Les internautes ont été peu impactés par WannaCry. Pourquoi? Alors c'est une attaque de type ransomware, mais qui ne s'est pas diffusée de façon classique par un email, avec un lien malveillant ou une pièce jointe malveillante. WannaCry va scanner les systèmes Windows exposés sur Internet, avec les services SMB exposés sur Internet, et va contaminer tous les systèmes qui sont vulnérables. Or les particuliers n'utilisent généralement pas de services SMB, en tout cas ils n'exposent pas un service SMB sur Internet, et lorsqu'ils ont nécessité à le faire, ils font avec des produits de type NAS, que l'on trouve chez QNAP, chez Synology par exemple, et ces produits utilisent Linux et non pas Windows, et donc ne sont pas vulnérables à l'attaque WannaCry. D'autre part, les postes Windows des particuliers sont généralement mis à jour beaucoup plus rapidement qu'en entreprise. Ce qui signifie que lorsque Microsoft publie un bulletin de sécurité le 14 mars 2017, eh bien, les mises à jour s'opèrent dès le 14 mars, puis ou le 15 ou le 16 mars, et ensuite, les postes Windows étant mis à jour, la cyberattaque WannaCry ne peut plus exploiter la faille de sécurité sur ces systèmes-là. D'autre part, les box ADSL ne permettent pas d'accéder directement aux adresses IP qui sont derrière la box. Et puis il y a également un filtrage par défaut du port TCP/445 qui est utilisé par la cyberattaque WannaCry, et ce port TCP/445 qui est bloqué par défaut dans la plupart des box. Voilà autant d'éléments qui vont contribuer au fait que les particuliers ne seront au final pas impactés par l'attaque WannaCry. Prévention de l'attaque WannaCry. Alors, il faut d'abord bien comprendre que la quasi-totalité des entreprises qui ont été impactées disposaient d'un pare-feu et disposaient d'un antivirus à jour. Et ce n'est donc pas le firewall et l'antivirus qui ont permis de stopper la cyberattaque. On voit bien qu'il s'agit ici de patcher, c'est-à-dire d'appliquer les correctifs de sécurité très rapidement sur les systèmes qui sont vulnérables, surtout si les failles
sont critiques et les systèmes sont exposés à Internet. Il faut également désactiver SMB v1. SMB v1 va être utilisé par l'attaque WannaCry, par le code Eternal Blue en particulier, et il suffit de désactiver SMB v1 pour ne plus être impacté par WannaCry. Or, SMB v1 n'est plus utile aujourd'hui. C'est un protocole qui est obsolète. Depuis Windows Vista, les systèmes Windows supportent nativement SMB v2, et donc en désactivant SMB v1, on a toujours la possibilité d'accéder au service SMB Microsoft sans être potentiellement impacté par l'attaque. Il faut bien sûr penser à mettre à jour ces dispositifs de sécurité, logiciel antivirus, sonde IDS, système IPS, bien sûr. Et puis également mettre en place un key switch local. On a vu que WannaCry supportait assez mal les proxys, et donc il s'agit d'installer sur le DNS local les noms de domaine permettant de désactiver le malware. Autre conseil, au-delà des conseils qu'on vient de voir qui sont spécifiques à WannaCry, des conseils un petit peu plus généralistes sur les ransomware, la réponse numéro 1, bien entendu, c'est les sauvegardes. Mettre en place un système de sauvegarde robuste, contrôlé, il faut vérifier ces sauvegardes de façon régulière. Il faut mettre en œuvre des sauvegardes de type offline, cela veut dire qu'on ne peut pas, à partir d'une machine qui est infectée, remonter vers le serveur de backup et contaminer et chiffrer les sauvegardes elles-mêmes. Faut-il payer la rançon demandée? Alors, l'agence de sécurité française, l'ANSSI, dit non, il ne faut pas payer les rançons. D'une part parce qu'il n'y a aucune garantie qu'en payant les 300 ou les 600 $ qui vous sont demandés, on va vous fournir les clés pour déchiffrer les fichiers. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'il y a parfois des outils pour récupérer les clés sans payer la rançon. Alors, dans le cadre de WannaCry, il existe un outil qui s'appelle WannaKey, qui a été développé par une équipe française et qui permet d'aller chercher en mémoire RAM la clé de déchiffrement des fichiers, donc pas nécessité à payer la rançon dans ce cas-là. Et puis plus généralement, pour ces problèmes de ransomware, dès lors qu'on est impacté par ça, je vous recommande d'aller consulter le site nomoreransom.org, qui a été créé à l'origine par la police néerlandaise, Europol, Kaspersky et un autre éditeur antivirus, je crois que c'est Intel Security, et qui fournit des conseils, des outils pour se prémunir contre ces ransomware et parfois vous fournir l'outil de déchiffrement des fichiers. Mais attention, il n'y a pas de solution à tous les ransomware malheureusement. Revenons un instant sur la médiatisation de l'affaire. On a parlé de 200 000 victimes dans 150 pays, des dizaines d'hôpitaux britanniques paralysés, les usines Renault du constructeur Renault de Sandouville et de Douai à l'arrêt, Telefonica en Espagne impactée, FedEx aux États-Unis, bref, si on en croit les médias, WannaCry est une cyberattaque mondiale sans précédent. Alors qu'en est-il en réalité? 200 000 victimes. Alors, lorsqu'on parle de 200 000 victimes, on ne parle pas de 200 000 entreprises impactées, on parle de 200 000 systèmes, ce qui, à l'échelle d'Internet, est relativement faible. Je rappelle qu'en 2017, il y a environ 4 milliards d'individus connectés à Internet. 150 pays. Eh bien, il est assez naturel de trouver une cyberattaque qui se propage sur 150 pays. Windows est un système très répandu, très diffusé. Il n'est pas anormal de trouver dans chaque pays plusieurs serveurs Windows vulnérables et donc la vulnérabilité sera exploitée et donc on infectera les serveurs, plusieurs serveurs dans chaque pays et au final on se retrouvera avec la quasi-totalité de la planète impactée par l'attaque. Est-ce que cela fait pour autant une cyberattaque d'une très grande envergure? Je ne crois pas. Et puis, autre élément à prendre en considération, les faibles gains financiers qu'ont rapporté l'attaque aux cybercriminels. Lorsqu'on comptabilise les 3 adresses Bitcoin utilisées par les cybercriminels, en traçant la blockchain Bitcoin, on arrive à totaliser un montant d'environ 100 000 $. 100 000 $, c'est relativement faible en matière de revenus, en tout cas très faible par rapport à CryptoLocker ou Loki que l'on a vu opérer l'an dernier. Donc très clairement, oui, cette cyberattaque a été surmédiatisée. Et au final, est-ce que c'est une mauvaise chose? Eh bien, je ne le pense pas. Ce battage médiatique servira sans doute de déclencheur pour pas mal d'entreprises. Beaucoup de dirigeants d'ailleurs se sont inquiétés. Est-ce que mon entreprise est concernée? Est-ce qu'on est attaqué? Est-ce qu'on avait mis en œuvre les bonnes pratiques, les bonnes mesures de sécurité? Donc WannaCry est l'occasion pour les entreprises de se poser les bonnes questions, de revoir peut-être sans doute leur stratégie en matière de cybersécurité. Ne pas se reposer simplement sur les pare-feux et les antivirus, on en a parlé. Mettre en place une threat intelligence, c'est-à-dire
comprendre le modus operandi des cybercriminels, comprendre aujourd'hui les vulnérabilités, comment elles sont exploitées par les groupes de hackers, qui sont ces groupes de hackers, quelles sont leurs motivations, comment ils travaillent. Donc ça, ce sont des processus qu'il faut mettre en œuvre dans l'entreprise et pas simplement se limiter à un déploiement de produits de sécurité. Voilà, nous avons terminé cette petite vidéo sur la cyberattaque WannaCry. J'espère qu'elle vous a amené quelques éléments de réflexion pour votre cybersécurité. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles vidéos d'informations sur la cybersécurité. Et je profite de l'occasion pour vous annoncer le lancement d'une nouvelle offre de e-learning qui va démarrer dès le mois de septembre. Alors je parle ici de véritables modules de formation et non pas de simples vidéos d'information. Donc il y aura évidemment des formations au format vidéo, des supports de cours, des QCM d'évaluation, et pour ceux qui voudront aller encore plus loin, des examens complets et des certifications seront disponibles. Alors le premier module de e-learning s'intitulera Bitcoin, blockchain et applications. Dans cette formation, nous aborderons les fondamentaux de la cryptographie, les algorithmes de chiffrement asymétrique, RSA, ECDSA, les fonctions de hachage, SHA-2, SHA-3, qui sont très utilisées dans les technologies qu'on va voir après. Nous parlerons bien sûr de la crypto-monnaie, Bitcoin, comment ça marche, l'intérêt du Bitcoin, les risques associés au Bitcoin, avec la volatilité, avec les problématiques de sécurité autour des plateformes d'échange, la sécurité des wallets, des portefeuilles Bitcoin seront abordés. Nous parlerons ensuite de la blockchain Bitcoin et nous décrirons en détail son fonctionnement. Et puis nous irons au-delà, nous irons voir les blockchains, nous expliquerons la notion de proof of work, proof of stake, DAO, Ethereum, smart contract, sidechain. Vous saurez tout sur les technologies de type blockchain. Nous verrons également les applications de la blockchain dans le domaine de la finance, bien sûr, mais également de l'assurance, du transport, des objets connectés, de la sécurité. Nous verrons les premières réalisations concrètes de la blockchain et nous parlerons des principales startups qui lancent des projets innovants avec la blockchain. Deuxième module de formation, cybercriminalité, cyberattaque et cyberguerre. Alors ici, il s'agit d'une formation plus ambitieuse et plus complète que la précédente. D'ailleurs, elle inclut la formation Bitcoin, blockchain et applications dont nous venons de parler. Mais nous irons au-delà, nous parlerons d'anonymat, nous parlerons de surveillance sur Internet, nous parlerons de dark web, de darknet. Nous aborderons des cyberattaques bien plus évoluées que WannaCry. Nous parlerons de cyberfraude financière, au-delà de la fraude à la carte bancaire, bien sûr. Nous parlerons des aspects juridiques, GDPR, LPM, article 323 du Code pénal, Convention de Budapest, arrangement de Wassenaar. Voilà des sujets juridiques qui seront abordés en détail dans cette formation. Et puis nous parlerons des acteurs de la lutte anti-cybercriminelle. Nous parlerons de l'ENISA, nous parlerons de l'ANSSI, nous parlerons des services de police, la BEFTI, l'OCLC-TIC. Nous parlerons de plateformes de lutte contre la cybercriminalité, Pharos, Synaspam, la nouvelle plateforme ASIMA, lancée récemment par le gouvernement français. Voilà un petit peu les sujets qui seront abordés dans cette formation cybercriminalité, cyberattaque et cyberguerre, lancement au mois de septembre. Voilà, c'est donc un programme passionnant qui vous attend à la rentrée si vous êtes intéressé par la cybercriminalité ou la cybersécurité. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir toutes les news du site, mais également toutes les annonces des nouvelles formations e-learning qui vont être lancées dans les prochains mois. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et je vous dis à très bientôt sur securitycloud.com. Bye bye.